Après une carrière intense dans l'hôtellerie de près de 10 ans, Nico, mon invité d'aujourd'hui, a quitté ce secteur suite à un épuisement général, physique et psychologique. Obligé de prendre un long repos forcé pour prendre soin de lui, il connut à l'âge de 35 ans des moments difficiles et se retrouve sans un sou, sans logement et à la dérive. Un jour, il prend une décision qui va changer sa vie à tout jamais, ce qui lui permettra plus tard de vivre de sa propre activité professionnelle. Je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter son témoignage tout de suite. Je suis Jordan et vous écoutez « Et toi tu fais quoi dans la vie ?», le podcast des slashers, multipotentiels et profils atypiques. Salut Nico. Salut Jordan. Ça va ? Ça va impeccable. Bon, tu peux nous parler de toi et de ton activité ? Alors, à l'origine, mon métier principal, c'est je suis masseur bien-être depuis 2015 et depuis 2017, j'ai débuté mon aventure sur le net en devenant blogueur et infopreneur de manière un peu générale. Ouais, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ces activités-là ? À l'origine, je suis dans l'hôtellerie. J'étais dans l'hôtellerie pendant près de 10 ans. Donc, j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle en tant que réceptionniste. Et de par plusieurs opportunités, j'ai gravi les échelons assez rapidement. Et aussi au cours de certains voyages, on m'a confié assez rapidement les rênes d'unités hôtelières. Donc, j'étais directeur d'hôtel à l'étranger d'abord et puis en France quand je suis revenu. Et au bout de certaines années, c'est un métier qui est très prenant, l'hôtellerie, comme la restauration. Je travaillais 7 jours sur 7, 15 heures par jour, à un point tel que je vivais sur mon lieu de travail. Le dernier hôtel, j'avais une chambre derrière la réception et donc je dormais quand je dormais. Le reste du temps, je travaillais. Et peu de temps que j'avais un peu de libre, je sortais pour aller au restaurant. Mais bon, c'était une vie très palpitante, intéressante, mais épuisante. Et j'ai toujours eu une vie assez sociale, assez active et festive. Et donc, au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, elle a cassé. Et un matin, j'ai plus réussi à me lever, j'avais plus d'énergie. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais j'ai fait une sorte de burn-out. C'est très à la mode maintenant. Disons-le clairement. Disons-le clairement, voilà. Mais bon, voilà, concrètement, ça s'est manifesté par plus d'énergie, plus de volonté. Plus forcément goût à rien et surtout plus d'énergie physique. J'arrivais plus à me réveiller le matin sans forcément avoir à réussir à m'endormir le soir. J'étais devenu une sorte de zombie et donc j'ai dû quitter mon travail et prendre un temps de repos pour prendre soin de moi. Donc voilà, après il m'est arrivé quelques péripéties qui ont contribué à me tirer encore un peu plus vers le fond. Je fais une histoire d'amour qui s'est mal terminée, c'est une histoire assez banale finalement. Mais disons ça. Voilà, et disons que quand on est déjà dans une situation psychologique et financière compliquée, là ça a terminé de me mettre à terre. J'ai perdu mon appartement, j'avais plus de ressources, donc je me suis retrouvé. Parce que ça t'était arrivé quand tu t'étais lancé, c'est ça ? C'était quand en fait, une fois quand j'ai quitté l'hôtel pour raison de santé, j'ai rencontré cette fille-là du coup parce que j'étais donc au chômage un peu forcé pendant quelques mois. J'ai rencontré cette fille-là avec qui j'ai eu une histoire destructrice et quand je suis parti, j'ai dû lui laisser mon appart et sauf que moi, j'avais pas d'appart de secours. donc voilà, j'ai dû j'ai un peu survécu comme j'ai pu. On m'a prêté un genre d'appartement vide, c'était comme un squat. Je dormais sur des matelas de transat. J'avais pas le droit de me mettre internet. J'étais même pas domicilié là. Donc ça a été comme ça pendant un an, jusqu'au moment où j'ai eu pas cet éclair, mais il me dit il faut que je trouve quelque chose parce que là j'étais en train de descendre de plus en plus profond dans la dépression et dans une situation très problématique. Et j'ai trouvé ça pour me raccrocher. Je me suis dit, allez, à fonce. J'ai trouvé une formation qui me semblait tenir la route. Et voilà, je me suis lancé là-dedans à cœur perdu, un peu comme une bouée de secours, finalement, pour avoir un objectif. Parce que le plus dur finalement dans la vie, c'est de ne pas savoir où on va. Et là, ça me donnait un genre de témoin lumineux au fond du tunnel à suivre pour essayer de garder le cap et me sortir la tête de l'eau. Ouais, parce que pendant un an, tu me dis, si je me trompe, pendant un an, tu es resté dans un flou, on va dire, vis-à-vis de ta situation personnelle et même aussi professionnelle, à manquer de stabilité, que ce soit financier, matériel, même aussi émotionnel, d'une certaine façon. Complètement. Comment est-ce que tu as su remonter la pente par rapport à tout ça ? Déjà,
pas faire l'historique de toute ma vie parce qu'il y en aurait pour longtemps, Quelques mots. j'ai. Hein? En quelques mots. En quelques mots, j'ai un profil de vie Atypique. assez atypique. Voilà, on va dire ça, atypique. Ça tombe bien, tu es au bon endroit. Donc, il y a un parcours scolaire absolument chaotique, hein. J'ai été renvoyé de quasiment toutes les écoles que j'ai faites. Bon, j'étais bien parti, j'avais sauté le CP, j'avais lire rien qu'en temps maternel, tout le monde était ravi. Mais dès que je suis arrivé en CE1, je me suis retrouvé dernier de la classe. Position que j'ai fièrement conservée quasiment La même. l'intégralité de ma scolarité. Et voilà, non, mais c'est la base. Pareil, Hein, moi au aussi. Je bout d'un sautais les moment, dernières années de la maternelle et puis après, dernier à chaque fois. Bon. Et quand on a une différence, il faut l'exploiter. Hein. Moi, je dis, c'est jusqu'au bout. J'ai des derniers, c'est mon identité. Bah ouais, mais bon, quand tu as 6 ans, 7 ans, c'est difficile hein, de respecter ce type de mantra. Quoi. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, plus sérieusement, je pense que c'est vraiment la première institutrice que j'ai eue. C'était moi quand je suis rentré, donc, parce que là, j'ai 40 ans. Donc, c'était en 85 ou 6, si je dis pas de bêtises. Et c'était la dernière année d'enseignement de la prof qui enseignait en CE1. Donc, moi, je suis arrivé avec un an d'avance. Pour elle, sauter le CP, c'était une hérésie. Hein. Mmh. Mon oncle était directeur de l'école. Bon, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu rentrer directement en CE1. Et ça, elle n'était pas d'accord, donc elle l'avait mauvaise à la base. En plus, j'étais gaucher. Et pour elle, l'écrire de la main gauche, c'était la main du diable. Donc, elle me tapait avec une règle en fer sur les doigts. Du coup, grâce à elle, je suis ambidextre maintenant. Donc, il n'y a pas que du négatif en soi. Hein. Ça reste que des expériences. Mais je pense que voilà, ça a dû contribuer à me faire développer une forme d'aversion envers le système scolaire. Et certainement, ça m'a un peu détruit ma confiance en moi très jeune. Je pense que c'est un peu ça qui a un peu guidé le reste de ma scolarité qui fut à peu près à l'image de cette année-là. Hein. Voilà. Donc après, le T'étais problème. pas dans la même école que moi quand même, hein, parce que moi, ce genre de choses, là, ce que tu me racontes, en CE1, ouais, j'ai eu une prof pareille, hein, horrible, quoi. Ce genre Si de tu étais prof sur à te faire Marseille, dégoûter. peut-être. Hein, Non, Marseille. non, j'étais en région parisienne, donc ok. Ah non, écoute, à moins qu'elle ait fait un petit voyage entre les deux, hein, tout Ouais, est possible. temporel, ouais. Mais non, mais après, c'est vrai que voilà, il y a vraiment un écart énorme. Déjà, je vois même l'écart de génération qu'il peut avoir entre moi qui ai 40 ans et des jeunes de 20 ans maintenant. J'ose même pas imaginer entre une femme de 60 ans qui avait connu limite la Première Guerre mondiale. Et enfin voilà, c'est des mondes qui s'opposent un peu. Donc Bien sûr. j'en garde aucune rancœur, même si évidemment, oui, ça m'a fait du mal et que ça a induit pas mal de choses. Voilà, Donc ça, en tout cas, ça a été l'élément déclencheur qui a développé, on va dire, ton profil ou ton parcours atypique. Je pense aussi, après j'ai un profil psychologique assez particulier aussi, après de nombreuses psychothérapies et psychiatres en tout genre, voilà, ils ont mis en lumière certaines particularités, oui, psychologiques dans ma manière de fonctionner et de réfléchir, qui expliquent un peu plus les difficultés que j'ai pu avoir dans mes relations avec les autres, avec mes parents aussi. Mais comme voilà, on en avait un peu brièvement parlé, ce parcours scolaire un peu difficile, chaotique et long surtout, hein, parce que j'ai quitté la terminale à 21 ans. Ça a biaisé finalement toutes mes relations, parce que j'ai eu à changer énormément d'école, pas forcément toujours à cause de moi, mais donc du coup j'ai jamais pu lier d'amitié profonde et longue avec les gens. Vu que j'avais pas très confiance en moi, j'étais souvent un peu le petit nouveau et voilà, difficile de se faire des amis quand on a déjà des problèmes pour créer des relations naturellement, même avec les gens qu'on voit souvent. Des problèmes avec mes parents aussi, parce que en étant constant échec scolaire, les relations c'était souvent tendues. Mes parents sont aussi de la vieille école, hein, parce qu'ils ils ont de 43 et 46, enfin, c'est les années de naissance. Donc, même s'ils ont toujours été très bienveillants, j'ai jamais manqué de rien et surtout pas d'amour. Mais voilà, c'est vrai que ça a instauré un climat assez conflictuel, assez très jeune avec mes parents qui a perduré jusqu'à il y a encore très, très peu de temps finalement. Hein, jusqu'à que je réussisse vraiment à prendre mon indépendance par un chemin dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Ouais. Donc c'est tout ce que tu as pu développer durant ton parcours, durant toutes ces années où tu as vécu des choses pas simples qui t'ont amené à prendre conscience ou des moments de réflexion ou de remise en question qui t'ont amené aussi peut-être à découvrir des choses sur toi en termes de ressources intellectuelles ou tout autre type de ressources qui t'ont permis peut-être aussi de sortir de cette situation qui Absolument. pendant un an t'a amené à vivre un petit peu comme, est-ce qu'on peut dire un marginal, ouais?
Oui, on peut dire un marginal. Après, je vais peser mes mots parce qu'il y a quand même des gens qui sont dans des situations bien plus compliquées, problématiques que moi. Moi, j'avais quand même mes parents, alors même si, bon, il y a un contexte familial qui est un peu particulier, c'était dans une période qui était un peu compliquée aussi pour mes parents. Donc, mais oui, j'étais dans une situation qui était un peu compliquée. Après, c'est vrai que je pense que tout ce que j'ai pu vivre, parce que bon, là, il y a le parcours scolaire, mais après, il y a tout ce que j'ai pu vivre aussi en dehors du parcours scolaire qui m'ont amené de manière très récurrente à me retrouver dans des situations émotionnellement très compliquées à gérer. Voilà, je pense que c'est quand on est dans une situation où on se dit là, je vais pas m'en sortir, ou là, vraiment, j'ai touché le fond, ou là, je vois pas comment je vais pouvoir dépasser cette épreuve, et que finalement, on la dépasse, ça crée des points de référence dans la vie qui te font relativiser les événements qui peuvent arriver par la suite. Et Ouais. je pense que même si les événements font toujours souffrir, même si les événements sont toujours très marquants, traumatisants d'un certain côté, euh, quel- ça permet, c'est un peu le sparring partner des émotions, ça permet un peu de s'endurcir et de malgré tout, même quand une situation paraît inextricable et insurmontable, on se dit, bon, j'ai quand même vécu des choses qui sont pas similaires, mais en tout cas, point de vue problématique, équivalente, et j'ai quand même réussi à faire face, et il y a quand même eu, enfin, le soleil s'est levé le lendemain, j'ai quand même réussi à rebondir. Bon, après, je vais pas te dire quand même que je m'accrochais à ça comme un mantra, que tous les matins, je me levais à fond, j'étais vraiment pas bien, et voilà, enfin, j'en ai vraiment chialé très longtemps, ça a été très dur. Mais voilà, malgré tout, à aucun moment je me suis dit c'est la fin de ma vie. Voilà, T'es tout est jamais considéré foutu. comme un infini, quoi. C'est ça. Puis après, voilà, ce qui m'a aidé à m'en sortir, bon, déjà, c'est que j'ai rencontré la fille avec qui je suis en ce moment, hein, qui a été vraiment, qui est un des piliers de ma renaissance, hein. J'ai vraiment envie de dire ça Hmm. sans exagérer. Et aussi, ça a été une thérapie brève en hypnothérapie. C'était Mhm. de l'hypnose ericksonienne. C'est des thérapies brèves en 10 séances et qui a réussi à identifier et à me donner la petite impulsion. Je parle bien de petite impulsion, hein. Ça n'a pas été le bouleversement où j'ai tout changé du jour au lendemain, mais ça, c'est vraiment ces deux trucs qui m'ont fait comprendre d'où venaient mes blocages, qui m'ont Ouais. donné l'impulsion nécessaire pour commencer à m'en libérer et qui m'ont surtout euh, voilà, qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont dit allez, Hmm. fais-toi confiance, tu penses que c'est la bonne idée, vas-y, fonce, et puis ce que pense la Terre entière, on s'en fout, quoi. Voilà. Ouais. Bon, l'impulsion nécessaire pour pouvoir te lancer, en général, hein, on va dire que parfois c'est le plus difficile. Et moi, j'ai jamais à dire qu'il suffit de se jeter à l'eau pour se rendre compte qu'on a pied. Après, Absolument. ça se déroule comme du papier à musique, hein. C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. C'est un peu enfin, ce dont on parlait aussi. Je pense, après, je ne vais pas prendre mon cas pour une généralité, mais ce qui empêche le plus les gens de réaliser leur rêve ou pas, parce que leur rêve, ça fait un peu cliché maintenant, mais en tout cas, que ce soit de se remettre au sport, d'apprendre une nouvelle langue, de voyager, c'est de trop réfléchir. Voilà. Au bout d'un moment, c'est très bien de préparer les choses, mais au bout d'un moment, il faut aussi sortir du cérébral et de la planification à tout prix et tenter, faire le premier pas, de faire, s'il y a un sujet, on a envie d'apprendre le piano, c'est apprendre sa première leçon de piano et juger sur pièce, voir si on est doué, voir si apprendre ça nous plaît, voir tester, avoir des choses concrètes pour nourrir sa réflexion et très rapidement, je veux dire, s'il y a un domaine qui ne nous plaît pas, très rapidement, on va voir que ça ne nous plaît pas, qu'on n'est pas à l'aise dedans, et dans ce cas-là, ben, on passe à autre chose. Parce que sinon, on passe son temps à réfléchir, à se dire, ah, il faudrait que je fasse ci, après on chercher la meilleure formation, et puis après, ah, mais le meilleur moment pour, et après, ah, mais oui, mais il faut que je pose des congés parce que, ah oui, mais là, il y a ma mère. Enfin, on trouvera toujours une bonne excuse, finalement, pour ne pas faire les choses. Donc, finalement, au bout d'un moment, il faut faire le truc et le faire. Et puis, une fois qu'on est jeté dans l'eau, la plupart du temps, on se rend compte qu'on a pied, comme tu dis. Et puis surtout, même quand on n'a pas pied, de toute façon, on bat des pieds, hein. Je veux dire, personne, quand on le jette à l'eau, se laisse couler en se disant ah non, c'est trop froid, c'est trop chaud. Voilà, on se débat et puis on avance, hein. Ça a été quoi ton premier pas pour te mettre en action alors? Faire des formations, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ça coûtait très cher, hein. La formation en massage, la formation complète coûtait pas loin de 4 000 euros. Il fallait apprendre 10 massages.
Parce que, bon, en fait, maintenant, avec le recul, je sais que j'étais pas obligé de faire ça. Enfin, maintenant, je le sais, mais à l'époque, je le savais pas. C'est un peu ça que je reproche aux formations de massage, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, après, j'ai vu, là, il y avait 4 000 euros, j'avais pas les moyens. J'ai dit, ben, tant pis, on pouvait payer en 10 chèques de 400 euros. J'avais 400 euros sur le compte. J'ai fait un premier chèque. Je me suis dit, ben, je vais faire la première formation. Je vais trouver des clients entre-temps. Et puis, avec les clients que je vais trouver, je vais payer mes autres formations. Ce qui était un plan complètement foireux, hein, parce que ça n'a absolument pas marché. Hein, je me suis retrouvé dans la merde assez rapidement. Mais quoi qu'il en soit, je suis même pas allé au bout de cette formation de 10 massages, vu que j'en ai fait 7. J'ai arrêté avant la fin parce que j'avais plus de sous. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas parce que je n'ai pas réussi à aller au bout de cette formation que je n'ai pas appris le nécessaire pour faire mon métier et débuter mon activité. Et quoi qu'il en soit, c'est si je n'avais pas fait débuter ce projet qui finalement était un échec parce que je suis pas arrivé au bout, je n'aurais pas eu la carrière de masseur bien-être que je l'ai eu et j'aurais pas développé ce que j'ai fait derrière. Donc finalement, même si cette expérience, si le projet initial a été un échec, l'objectif final est une réussite. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, t'en es où? Ben, aujourd'hui, le massage, j'ai réussi à en vivre. J'ai jamais gagné 10 000 euros par mois avec le massage. Hein. De toute façon, physiquement, c'est impossible, hein, Tu clairement. m'étonnes. Voilà, parce que c'est très physique. Après, il se trouve que j'ai quand même réussi à gagner un revenu supérieur au SMIC de manière assez récurrente avec des contrats avec certaines entreprises. Donc ça, c'était plutôt bien. Après, il se trouvait que j'ai développé ce blog-là avec des formations pour accompagner les futurs entrepreneurs, les futurs masseurs bien-être et pour juste les gens qui voulaient apprendre à masser pour leur cercle intime. Mais il se trouve que j'ai développé des pathologies articulaires, hein, parce que quand on a la guigne, on a la guigne. Hein. Mais bon, il se trouvait que voilà, j'ai dû diminuer mon activité de par mes problèmes de santé, mais que j'avais assez développé mon blog et mon audience, on va dire, pour me générer un revenu avec du coup mes produits numériques, mes e-books et mes contenus. Donc maintenant, ça m'arrive encore de me déplacer. Uniquement pour des gros contrats, hein. Je fais un peu ma diva, hein, je le cache pas. Mais voilà, ça m'arrive encore de me déplacer pour les gros événements ou pour des événements dans des grosses entreprises. Mais sinon, l'essentiel de mon activité maintenant, c'est mon blog. Et là, je suis en projet de développer deux nouveaux blogs là, sur des thématiques complètement différentes. Enfin, Bah, tu priorises d'une certaine manière. Tu fais pas forcément ta diva, mais il est tout à fait légitime de se dire qu'on va peut-être réduire le temps passé en termes d'un point de vue présentiel, et de se dire que, bah, étant donné la situation actuelle, tu as quand même une contrainte physique qui t'amène oui. aujourd'hui à peut-être te repositionner. Donc finalement, moi, je trouve ça pas déconnant du tout, ça fait sens même que Oui. tu décides de te repositionner peut-être sur des gros contrats plutôt que des petits contrats. Et c'est sûr que ouais, quand tu as une contrainte physique, bah, tu vas pas non plus t'user la santé. Sachant que bon, C'est certain. on a connu, hein, toi, enfin, tu as connu le burn-out, moi aussi je l'ai connu. C'est un truc qui à l'époque, tu vois, moi je l'ai vécu à 30 ans. À 30 ans, de te dire qu'est-ce qui m'arrive. Tiens, je me réveille un matin, j'arrive plus à parler. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, ça dure plus de 2 semaines. Et puis Ouais. t'as ton docteur qui t'apprend un truc en te disant, ouais, tu fais un burn-out. Pour moi, burn-out, je l'associe à un jeu vidéo, tu vois. Oui, 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 Je absolument. je La me même disais pas référence. du tout qu'est-ce que c'était ce truc. Et puis en cherchant un petit peu sur le net, je tombais sur des situations de personnes qui, enfin, ça me parlait pas du tout. Et puis c'était pas moi. Quand je voyais des personnes qui étaient là en train de craquer, pleurer, enfin moi j'ai jamais craqué au point de pleurer. Mais voilà, tout dépend aussi de la manière, des symptômes que tu as, comment est-ce que tu l'extériorises, etc. Donc voilà, on le vit, on va dire, en fonction de son état émotionnel et puis de sa situation. Hein. Moi, tu vois, clairement, c'était des non-dits que j'ai emmagasinés, tout plein de choses que j'ai intériorisées. Bon, bah, ironiquement, ça s'est manifesté par une extinction de voix. Voilà. Tout ça parce que j'étais dans le trop-plein, on va dire, émotionnel, jusqu'à me prendre la décision de me dire, OK, bah, c'est bon, j'arrête, quoi. Mais comme tu le dis aussi, le fait de vivre des concours de circonstances t'amène aussi bah, peut-être à te reposer sur tes propres ressources, des choses que tu as pu développer auparavant et qui t'amènent aussi à déjà te prouver que tu es capable, que si tu as déjà surmonté un obstacle, une situation compliquée, bah, tu te dis, moi, clairement, si j'avais pas vécu mon burn-out, peut-être que je serais encore dans les couloirs de la défense en train de rechigner ou d'y aller en moonwalk, tu vois. C'est pas. Absolument. Mais de toute Donc, façon, je pense vraiment que la douleur et les épreuves sont absolument nécessaires à une vie sereine et épanouie.
Et alors, tu peux pas décemment vivre une vie toujours heureuse, toujours à l'abri des drames. C'est pas possible. Et je dis même à la limite, c'est pas sain parce qu'il faut aussi des moments de désespoir, de tristesse, de perdition pour déjà s'endurcir, mais pour aussi apprécier les réussites, apprécier Tout à fait. le dépassement de soi. Mhm. Pour moi, c'est vraiment les échecs, de toute manière, c'est ce qu'il y a de plus formateur. Les échecs, les déceptions, les douleurs, même si parfois, c'est évidemment que c'est douloureux et après, on est tous plus ou moins armés pour les surmonter. Après, voilà, il y a toujours une échelle de la souffrance aussi et Ouais, bien l'échelle sûr. de ce qu'on peut supporter. Mais je pense vraiment que, et c'est pour ça quand je disais qu'il faut vraiment se jeter à l'eau, quoi qu'il en soit, on est gagnant. On est gagnant parce que soit ça marche pas et on sait que ça marche pas et que donc il faut passer à autre chose. Et au moins cette petite douleur, cette petit écorchement de l'ego, écorchement voilà du mental, tout ça, c'est comme on dit, quand on cicatrise, quand un os se ressolide, il est encore plus solide. Quand on a une cicatrice sur la peau, c'est souvent de la peau un petit peu plus dure. Et je pense vraiment que pour l'âme et les émotions, c'est la même chose. À force d'avoir des petits coups de canif comme ça qui nous mettent dans l'inconfort, on s'endurcit aussi et c'est une autre manière c'est une façon c'est une manière de se développer personnellement, vraiment, hein, vraiment. Et c'est pour ça aussi, je pense que l'entrepreneuriat est génial là-dedans parce que là, comme école de l'échec, l'entrepreneuriat, on a vraiment trouvé mieux, quoi. Ouais, tu es constamment dans comment dire, la remise en question, le Absolument. réajustement. C'est sûr que bon, après, on dit que pour pouvoir aller de l'avant sereinement et puis, on va dire plus rapidement, il vaut mieux être dans l'évitement de la souffrance et aussi dans la recherche du plaisir. Les deux cumulés, ça te permet d'aller vers l'essentiel, quoi, et de faire les choses de manière efficiente, pardon. C'est sûr que moi, je me suis tollé sur certains points. Bon, bah, ça m'a permis d'apprendre effectivement ça là-dessus. En termes d'échecs, là, l'entrepreneuriat, c'est une super bonne école. Ouais. Tu penses qu'on est un peu comme les Japonais, on est souvent, on accorde trop d'importance à la notion de l'échec ou même laisse trop de place à la peur de l'échec? Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est surtout que, bon, après, tout dépend l'échec dans quoi, hein, on est d'accord. Mais oui, non, pour moi, il y a vraiment, juste le mot échec, il y a un côté négatif dans le terme même. Parce que l'échec, c'est juste quelque chose qui n'a pas réussi. Voilà, c'est juste, on est dans une ligne droite, l'échec, c'est un virage pour prendre un autre chemin. Après, c'est vraiment une question de point de vue, hein, toujours. Moi, j'ai toujours vu l'échec comme pas, c'est pas un cul-de-sac, quoi. C'est juste, voilà, Tu as j'ai découvert un pris une moyen voie, c'est juste, ouais. voilà, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, donc je pars sur la gauche, sur la droite, je fais demi-tour pour prendre un autre chemin. Et c'est vraiment, je pense que alors je sais pas si je vais pas dire typiquement français, typiquement, mais mais vraiment, je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme à faire sur la notion d'échec et pour dans un chemin, que ce soit de la vie ou de l'entrepreneuriat ou même dans la relation de couple, hein, on peut en parler aussi, hein, parce que on peut avoir une attitude en pensant être bien avec sa compagne ou son compagnon et se rendre compte qu'on fait fausse route. Alors quand on a des défauts, ben, on travaille dessus, on essaye. Ben, ça, c'est pareil, on a essayé d'imposer inconsciemment sa manière d'être. Finalement, on voit que ça colle pas. Et si la personne en a vraiment envie de s'investir à corps perdu dans la relation, ben on change notre fusil d'épaule, on change ce qui peut l'être. Et ça encore, ça peut être vu comme un échec en disant ben non, on est incompatible, c'est pas possible, j'arrête tout. Ou alors, je me dis non, qu'est-ce que je peux améliorer, sur quel compromis on peut trouver pour trouver un autre chemin pour continuer à avancer. Voilà, c'est en ça que je dis que vraiment ma conception de l'échec et pour moi l'échec est quelque chose de positif quoi qu'il en soit parce que Ouais, mais ça, ça tu l'as pas appris à l'école, ça. non Ah non non. non 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 Ouais, donc finalement, ouais, on va pas faire de généralité, mais c'est quand même une question de conditionnement social parce que quand tu parles d'échec, aux États-Unis, même si c'est aussi une généralité, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'échec, voilà, on va pas prendre le cas de tous les Américains, mais quand je suis parti au Canada, je me suis rendu compte que, la représentation qui se font de l'échec est différente de la représentation qu'on se fait nous en France. Pareil pour le changement, une personne qui pour eux, les Québécois, qui est réticente. Une fois, j'étais dans une conversation et un meeting professionnel, ça m'a fait halluciner d'entendre ce qu'ils considéraient comme une personne réticente au changement, enfin, en comparaison de nous, quoi.
quand tu parles de changement à certaines personnes, surtout dans le milieu professionnel, alors là, tu peux être sûr que tu vas avoir des soupes à la grimace, des réticences au changement, des blocages, des résistances, ça va être, tu vas avoir toute la garniture, quoi. Mais, mais ouais, après tout dépend du conditionnement social et je pense que, bon, je sais pas comment est-ce que ça se passe à l'école, mais bon, pour, déjà avoir discuté avec certains profs, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui reproduisent exactement les mêmes schémas d'éducation qu'on a vécu ou les mêmes discours. Finalement, c'est un petit peu un disque rayé qui se répète. Mais, Absolument. et on le retrouve aussi dans des histoires d'entrepreneurs ou de salariés qui veulent se reconvertir et qui parlent de leur idée de reconversion professionnelle, mais quand il est question de passage à l'action, bah là, il y a plus personne. Donc, il y a la peur de l'échec qui revient énormément. Est-ce que tu penses que c'est un piège, justement, cette peur de l'échec qui empêche les nouveaux créateurs d'obtenir leurs premiers résultats dans ce qu'ils font? Ben oui, 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 il y a cette peur de l'échec et puis la peur du jugement face à l'échec surtout. Parce que comme tu l'as dit très bien, le système scolaire est basé sur cette incrimination de l'échec. Ben, rien que le système de notation, du fait qu'on soit noté, classé, le premier de la classe, le dernier de la classe, il y a vraiment une notion de compétition personnelle permanente. Bon, on parle de l'école, mais on parle pour tout. Enfin, on est dans une société du marketing, de l'auto-marketing permanent. C'est toujours la meilleure photo, le meilleur compte si, les meilleurs revenus, la plus belle voiture, la meilleure position sociale, la plus jolie fille, le plus joli mec. Enfin, on est dans une forme, j'aime pas dire société, parce que encore ça fait trop générique, mais on est dans il y a un classement permanent qui est un peu sous-jacent sur toutes les thématiques de la vie. Donc forcément, quand on a un poste qui nous plaît ou pas, quand on a un poste, imaginons, même si on ne gagne pas super bien sa vie, qu'on gagne, alors on va dire 1500, 1600 euros par mois, là, on a son confort, tout ça, et on peut se raccrocher à un statut social en disant, je fais ce boulot, j'ai tel type de contrat, j'ai mon crédit pour ma maison, tout ça. Et le fait de changer, c'est se mettre en danger. C'est se dire, je peux perdre mon confort, qu'est-ce que les gens vont dire, comment ça va être perçu par-ci, comment mon entourage va le prendre. Enfin, il y a toute cette... On s'oublie complètement finalement. Au lieu de prendre sa décision par rapport à son propre ressenti, ses propres envies, ses propres valeurs, finalement, tout ceci passe par un filtre de que va en penser l'entourage. Parce que bon, qu'on le veuille ou non, on se construit tout au long de sa vie par rapport à l'image qu'on nous renvoie. Dire, moi, si j'ai été un cave toute ma vie à l'école, c'est parce que toute ma vie, on m'a dit, t'as un bon à rien, tu sais que tu écris pas de la bonne main, tu es trop timide, tu es maladroit, tu es pas... Ouais, mais jusqu'au jour où tu as pris la décision de penser autrement et de penser par Euh, toi-même, quoi, de prendre les décisions en fonction de toi, ce que tu considères comme une réalité. Puisque quand tu te rends compte que, bah, ouais, peut-être que on t'a dit des choses, mais est-ce que c'était la réalité? Finalement, c'est des croyances qu'on finit par s'approprier et qui en deviennent comme une règle de vie ou une règle qui pourrait, nous empêcher aussi, d'aller de l'avant. Tu vois, à partir du moment, moi aussi, où je me suis considéré, non plus comme un feignant comme mes profs, ils me disaient, parce que tout simplement, moi, j'étais dans une logique. Je me disais: «À quoi bon avoir plus de 10 si le résultat est le même que si j'ai la moyenne?» Tu vois? Donc, je me disais ça, quoi. c'est d'une logique implacable. Donc, finalement, quand voilà, tu fais le minimum, et puis que tous tes profs, ils pestent un petit peu vis-à-vis de toi parce que, voilà, ils pourraient faire mieux, ils pourraient faire mieux, ils pourraient, voilà, il a la capacité, mais il pourrait faire mieux. Bah, ouais, mais bon, donne-moi aussi une raison de faire mieux, sinon, et c'est dans ce genre de cas, tu vois, tu te rends compte que finalement, bah, le système, en tout cas qu'on a connu, parce que je pense qu'il y a aussi des profs qui doivent nous écouter, qui sont pas forcément d'accord aussi, par rapport à eux, leur approche, mais parce que, bon, bref, on va pas parler de l'éducation nationale, mais je pense que peut-être que ce serait un sujet à Absolument. à à traiter pour pouvoir, mettre aussi à plat certaines croyances qu'on nous aussi on a sur le système éducatif. Mais, finalement, tu te rends compte que là, tu as pris la décision de sortir de toutes ces cases dans lesquelles on t'a mis pour pouvoir créer ta propre activité finalement, quoi. Donc tu as aujourd'hui, tu es autonome financièrement, mais Mm. qu'est-ce qui t'a permis de quelle est la meilleure action que tu as pu mettre en place pour pouvoir, toi, obtenir, cette autonomie, c'est dur à dire, autonomie financière et réussir d'une manière tes objectifs financiers, quoi? J'ai
La meilleure chose, c'est la patience. Voilà. La patience et d'y croire fortement. Voilà. C'est vrai, il y a vraiment que ça. Il y a vraiment que ça. Euh, c'est parce que à force de faire des pas vers un objectif, on y arrive. On fait toujours deux pas, on recule d'un, mais au final, on a toujours avancé d'un. Et je pense que tout se joue sur la patience Hmm. et la capacité à endurer la déception et la frustration. Ouais, c'est vraiment là-dessus. Après, il y a quand même des success stories. Il y a des gens qui réussiront. C'est ce que je dis à mes élèves dans le massage. Hein. Souvent, ils me demandent, ouais, mais dans combien de temps je vais réussir à vivre du massage. Je dis, mais j'en sais rien. Je serai un menteur de dire, ouais, achète ma formation dans 72 heures. Tu vas, non, c'est pas vrai. Comme il y en C'est a pas vrai. beaucoup sur le net. Ah oui, oui, ben oui, en même temps, c'est ce qui fait vendre. Hein, mais ça met quelque chose en lumière de très intéressant, c'est que les gens veulent tout sans effort. Les gens veulent tout sans effort. Et Ouais, une partie, ouais. Ouais. ben, une bonne partie, hein, parce que Ouais, mais après, tout dépend des personnes avec qui tu as envie de travailler. Moi, tu vois, clairement, je pourrais très bien aussi, tenir ce genre de discours, à te faire des formations, en ligne, à tour de bras et puis, bon, moi, je m'y suis lancé, tu vois, les formations en ligne, il y a 1 an et demi, un truc dans le genre, Mhm. mais parce que, bon, je me suis dit: «C'est bon, maintenant j'ai les bons outils, à la conception pédagogique, je connais bien, voilà, j'ai de quoi proposer quelque chose de qualité». C'est sûr que, bah, ouais, après, quand tu as ce genre de discours, bah, tu attires aussi des personnes qui sont sensibles à ce genre de discours. Moi, Absolument. clairement, c'est pas le genre de personne avec qui j'ai envie de travailler, hein, et je m'en suis rendu compte, hein, que, tu vois, quand je fais des accompagnements, quand je travaille les projets de reconversion des gens avec eux, tu te rends compte que, bah, parfois, il y en a qui sont pas du tout engagés et ils sont pas du tout engagés dans le truc et voilà, bah, pendant la première séance, tu avais pas décelé ça et tu te rends compte que, bah, cette personne-là, tu vas pas pouvoir aller bien loin avec elle Après, je parce pense qu'il y a qu'elle a des pas pris gens, la il y a décision. des gens aussi, je pense qu'on peut, enfin, je veux dire, le mot est mal choisi, mais un peu les appâter avec cette chose-là, parce que je vais te dire, moi, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec le blogging. C'est exactement. Ça a été une promesse à 2 balles comme ça qui m'a fait rentrer là-dedans. Hein. Parce que j'ai eu une formation, j'ai fait ah ouais, c'est possible, si rapidement. Et du coup, j'y suis allé. Mais après, par contre, j'ai commencé là-dessus. Moi, dans l'idée, c'était genre, ouais, dans 6 mois, je fais ci, je fais ça. Alors que ça s'est pas du tout passé comme ça, hein, que les choses soient claires. Mais par contre, j'ai été mordu par le truc. J'ai commencé, j'ai vu que ça me plaisait et tout. Et après, j'ai travaillé euh, pas loin de 1 an et demi, à raison d'entre 10 et 15 heures par jour, 7 jours sur 7, sans gagner 1 euro avec. Hein. Mais à l'origine, Ouais, ça, c'est cette promesse qui m'a quand même, peut-être que, bah, je dis pas, peut-être que j'y serais venu quand même, mais quand même, c'est cette promesse de réussir sans que ce soit trop compliqué et quasiment à tout prix qui m'a fait me lancer. Enfin, j'ai un peu ça honte t'a de le dire, enfin, après, comme si j'ai pas honte ouais, il y a pas à avoir à honte, hein, de mes ça t'a choix, donné mais l'impulsion nécessaire, en tout cas, pour pouvoir t'y mettre absolument, et absolument. que ça t'a quand même donné un exemple. Moi, enfin, je me rappelle pas avoir, acheté une formation en ligne sur le blogging. Je suivais des types, ouais, au début, comme il y avait, Sébastien le marketeur ou Olivier Roland, Oui, des oui, types oui. qu'aujourd'hui, voilà, enfin, Olivier Roland, on le voit toujours, hein, et encore, Mm. mais les autres, ouais, tu les vois plus, quoi. Parce que tu te rends compte que finalement, bah, tout ce qu'ils proposaient, bah, tu le trouvais déjà en version anglaise, si tu parles anglais, donc ça va, quoi. Et puis c'est des compilations de choses que tu as mis en place et tu te rends compte que finalement, bah, tu peux le faire par toi-même, mais peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps, c'est sûr. Tout comme tu peux suivre une formation et puis tu vas te rendre compte que, bah, ouais, il y a des trucs qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas et que, C'est le type, exactement ça. s'il vend des formations, et qu'il fait son buzz en vendant les formations, bah, faut se poser la question pourquoi il vend des formations, quoi. Et c'est exactement ça. Enfin, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il m'avait vendu. Après, moi, le mec à qui j'ai pris la formation, il a beaucoup de blogs qui fonctionnent sur plusieurs niches. Mais quand j'ai pris la formation, j'ai mis du temps à me rendre compte, mais en fait, c'est qu'il vend la mécanique. Il Ouais, vend ouais. comment créer ton blog, il vend grosso modo comment écrire des articles, comment fonctionne un autorépondeur, gestion des emails, comment héberger ses formations. Voilà, donc il y a la structure, mais après il y a comment ça marche et comment l'adapter aussi à ton marché. Parce que c'est un truc générique. Après le générique, il faut l'adapter à ton Bien lectorat, à sûr, ton ouais. persona. Et ça, il y a pas, ça personne peut te l'apprendre. Il faut que faut travailler, échanger avec les gens. Donc Mmh mh. oui. Et tu t'es fait coacher? Non.
Non, j'ai juste pris, en fait, j'ai pris cette formation-là, Ouais. globale, qui bon, coûtait 300 balles, hein, c'était pas non plus, j'ai pas mis 3000 balles dedans, hein. Donc j'ai commencé là-dessus et après j'ai pioché quand il y avait une formation qui m'intéressait sur un domaine bien précis. Voilà, j'ai acheté parce que j'ai quelques personnes que j'aime bien, comme André Dubois par exemple, j'aime beaucoup, de Traffic Mania. Mhm. Voilà, ce genre de personnes, il y a des gens qui font vraiment autorité, dont j'aime le discours, qui sont très authentiques. Voilà, donc quand j'en ai plein d'autres, hein, dans d'autres domaines, mais voilà, je vais piocher chez eux quand j'ai besoin d'une solution pour une thématique bien précise. Je prends un truc qui m'intéresse chez eux, mais voilà. Mais après, j'ai plus jamais fait de gros investissements. Voilà, ces 300 euros, ça a été la plus grosse formation que j'ai achetée Ouais. pour le métier que je fais maintenant. Et tu travaillais avec tes pairs ou pas du tout? En massage? Ouais. Enfin, non, non, je suis assez. C'est la formation de massage en ligne, je suis un peu un pirate, hein, dans la niche, je te le cache pas. Les écoles n'ont pas forcément enfin, ils voient pas vraiment d'un bon œil un mec. Bon, après, ils savent pas ce que je fais, s'il y a du monde avec moi ou pas, mais qui, eux, les formations qui vendent 3000 euros en présentiel, moi, je les vends quand même beaucoup moins cher. Donc oui, donc difficile de travailler avec eux, hein. Oui, il y a des grands acteurs qui m'ont fait du vol de contenu. Ça, oui, oui, c'est arrivé. Donc oui, c'est un genre on peut dire une genre de collaboration, pas forcément voulu, mais sinon non, non, je fais pas de partenariat. S'il y a un site qui vend des prestations pour réserver ses massages à domicile, Mhm. qui vendent certaines de mes formations. Des formations pour apprendre à masser chez soi. Donc, ouais, c'est le seul partenariat que j'ai. Sinon, non, non, je suis un D'accord. peu isolé. Ok. Et c'est quoi ton avis sur ton domaine ou ton expertise, ou voire même les pratiques de ton secteur? Euh, c'est point de vue business en tant que tel, il y a tout à faire, hein. C'est vraiment, on en est encore à l'âge de pierre. Les gens, ils en sont encore à faire des flyers, aller dans les campagnes, les foires, les distribuer. Bon, c'est bien que maintenant, la rentabilité d'un flyer, c'est bon, c'est de l'argent perdu, on va pas se mentir. Les cartes de visite, le site internet sur Wix avec même pas une version payante de Wix, c'est vraiment la version de base, un truc qui sert pas à grand chose. Une page Facebook sur laquelle ils font des publications, ou alors ils publient leur annonce sur des groupes où il y a que des masseurs bien-être, donc ils publient leur annonce de massage sur des trucs où il y a que des profs. Voilà, On enfin, le voit ça aussi en coaching, hein. oui, voilà, Ouais, voilà. ouais. Donc bon, c'est. Après, je comprends, hein. Moi, j'ai pu faire pareil aussi à mes débuts, mais après, quand on a un peu plus, on est un peu rentré dans la bulle, on sait un peu comment ça fonctionne sur le marché d'Internet. Voilà, Mhm. c'est pour ça que ça, il y a très peu de gens qui parlent de ça, même dans le fait de développer, même dans la prospection physique, hein, dans le démarchage, tout ça, les stratégies. Dans le massage bien-être, il y a personne qui fait ça. Voilà, après, je connais pas tout le monde, hein, mais a priori, de toutes mes recherches dans la francophonie, je suis le seul qui vend des formations de développement commercial sérieux, c'est-à-dire comment voilà, trouver des gens, les entreprises, faire des coachings sur dépasser la peur de se vendre, sur comment créer son propre site internet professionnel, comment apprendre à le référencer, voilà, vraiment des vraies stratégies qui marchent pour le développement. Et ça, les écoles, personne ne le vend. Il y a des petits ateliers sur comment créer sa micro-entreprise, mais voilà, ils vendent ça à un prix pas possible, alors qu'honnêtement, créer une micro-entreprise, maintenant, ça prend 1 heure à tout péter, quoi. Enfin, donc voilà, il y a énormément de choses à faire dans le massage, que ce soit dans le marketing, dans la manière de se vendre, même dans le type de massage même, hein, parce que le massage permet vraiment de cultiver un branding vraiment important. Le massage, c'est très visuel, c'est empreint, il y a beaucoup de philosophie, un art de vivre. Il y a certains massages, comme massage ayurvédique, où il y a vraiment tout un univers derrière. Il y a même de la médecine ayurvédique, il y a l'histoire enfin, le massage, c'est quelque chose qui a 5000 ans d'existence. Mhm. Donc, point de vue de l'image, enfin, c'est par un peu terre à terre, mais donc construction de branding et de produits dérivés, même voilà, de coaching, même de développement personnel, d'accompagnement, il y a une infinité de choses à faire. Et pour l'instant, pour moi, c'est encore très, 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 très peu exploité. Et Ouais. c'est ce que j'essaye un peu de faire comprendre à mes élèves au fur et à mesure de mes publications, de mes enseignements, pour voilà, lancer une nuée de nouveaux praticiens avec justement cette ouverture d'esprit, avec les nouveaux moyens de communication pour moderniser un peu le massage dans le pays.
Et voilà, et puis parce qu'il y a vraiment tellement de choses à faire. Puis le massage, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, hein. Même si on ne veut pas devenir professionnel, apprendre à masser en soi, c'est quelque chose de magique pour la vie personnelle, hein. Et comment tu vois l'avenir de ton domaine? Je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, il y a vraiment deux gros courants dans le massage. Il y a les apprentis sorciers, hein, ceux qui disent qu'ils vont te guérir de n'importe quelle maladie en t'imposant les mains ou voilà, faisant circuler ton énergie. Moi, je suis pas du tout de cette école-là, hein, je la respecte. Après, moi, c'est quelque chose qui me parle pas. Mais voilà, il y a vraiment. Donc, eux, ils développeront. Je serais pas, je serais difficile à dire de le développement que ça va prendre. Je sais qu'il y a vraiment, je trouve qu'il y a une recherche, une quête de sens de la vie. De plus en plus que la société devient très matérialiste, il y a de plus en plus de gens qui commencent à chercher d'autres moyens de s'épanouir, une certaine forme de spiritualité. Et je pense que ça peut être l'un des axes de développement du massage assez important, je pense. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui va prédominer, qui va vraiment se développer? Ça, difficile à dire. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la même activité que toi? Dans le massage, déjà, je lui dirais de pas payer 3 000 € une formation pour apprendre 10 massages, déjà. Sauf s'il est très riche et qu'il a envie de se faire un kiff, dans ce cas-là, qu'il se fasse plaisir, hein. Mais sinon, non, parce que bon, déjà, on n'arrive quasiment jamais à se les faire financer par l'État, hein, c'est quasiment impossible. Et bon, s'il arrive à se faire financer, très bien, mais sinon, voilà, d'apprendre 1 ou 2 massages, il en aura pour 6 ou 600 € à peu près, d'acheter sa table de massage, de créer sa micro-entreprise et de tester le métier en réel. Parce qu'il y a l'idée qu'on se fait du massage, genre dire j'ai envie de devenir masseur, et puis la réalité du métier. Parce qu'on peut croire qu'on va dire je vais masser que des gens beaux, tout ça, on peut se le dire, hein, mais c'est 95% du temps, c'est pas ça, hein, c'est des gens qui ont du poil aux pattes, qui piquent, qui peuvent avoir des problèmes de peau. Il y en a qui viennent aussi en très grande souffrance psychologique, il faut être armé aussi pour les prendre en charge. On ne devient pas leur psy, mais parfois il y en a qui se déversent aussi. Parfois on masse des gens, et ça leur déclenche des trucs et ils se mettent à pleurer pendant 3 quarts d'heure. Enfin, c'est un métier qui est très vivant, qui est très intéressant, mais qui n'est pas forcément celui qu'on peut croire au premier abord. Donc, c'est important de tester l'activité avant en réel pour savoir si vraiment l'activité se plaît et qu'on va s'épanouir là-dedans. Une fois que toutes ces certitudes sont ancrées, c'est-à-dire oui, c'est sûr, je veux me lancer là-dedans. Là, pourquoi pas, si on commence à générer un peu de revenus, d'utiliser ces revenus pour investir dans d'autres formations, pour diversifier son catalogue. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. De toute façon, toujours être dans une dynamique d'amélioration continue et d'apprentissage continu pour pouvoir faire évoluer sa pratique. Et puis, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on est dans l'obligation de constamment être dans l'apprentissage continu. Si on n'a plus d'apprentissage... Même dans la vie en général. Hein. Même dans la vie en général. Quel que soit le domaine, à partir du moment où on pense maîtriser quelque chose, c'est un domaine où on va commencer à se scléroser. Hein. C'est sûr et certain. Hein. C'est l'humilité dans son savoir, je pense que c'est déjà la clé de la réussite. Hein. Ouais. Enfin, la clé de la pérennité, en tout cas. La réussite, je ne sais pas, mais la pérennité, ça, c'est sûr. Ouais. Et comme disait l'autre, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Exactement. Hein. C'était très simple et c'est pétri de sagesse et de vérité. Je suis complètement d'accord avec cette citation. Super. Merci Nico pour cet échange très intéressant. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Et puis quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie? À bientôt. Ciao, ciao.